Bien, bonjour à tous. Donc nous allons maintenant passer sur la partie un peu plus pédiatrique, même s'il y aura bien sûr aussi des discussions sur l'adulte. Et donc le sujet de ce symposium sur lequel nous avions travaillé avec Guillaume et qui malheureusement ne peut pas être parmi nous aujourd'hui pour des raisons personnelles, est le bassin oblique dans les déformations rachidiennes. Et donc nous allons discuter un petit peu, il va y avoir plusieurs parties dans ce symposium. Une première partie avec Stéphane, qui va nous faire un petit historique et nous parler un petit peu de la pathologie des scolioses neuromusculaires. Ensuite, il y aura une partie clinique avec Anne-Laure Sinon et Nedjib Khoury. Puis ensuite, nous allons parler avec plusieurs experts qui vont parler de leur technique de fixation au bassin, à la fois pour les arthrodèses, mais également pour les tiges de croissance. Et puis normalement, si tout se passe bien, nous devrions avoir un certain nombre de moments, enfin un moment suffisant pour les questions, donc j'espère que nous pourrons compter sur vous. Et donc nous allons commencer tout de suite avec Stéphane pour une introduction de ce symposium. Je suis chargé du chapitre d'introduction, de la définition et des généralités avec un peu d'historique. Alors, dans la littérature scientifique, il n'y a pas beaucoup de... Je n'ai pas trouvé beaucoup de définitions. C'est important d'avoir une définition. C'est à l'Académie de médecine, et ce n'est pas un hasard qu'on retrouve la bonne définition du bassin oblique. Déviation du pelvis avec perte de l'horizontalité dans le plan frontal. Et nos académiciens ont détaillé bassin oblique d'origine basse, haute, mixte, obliquité pelvienne congénitale. Cette définition, inspirée évidemment par Jean Dubousset, qui a mis dans la définition déplacement dans les autres plans de l'espace sur l'axe du bassin, est reprise de la même manière par la SRS, qui n'a rien changé et qui cite même le nom de notre bon maître. Alors, on exclut en général les bassins obliques par inégalité de longueur. En réalité, ce sont des vrais bassins obliques. C'est même des bassins obliques typiques d'origine basse, et c'est extrêmement fréquent. C'est extrêmement fréquent, c'est même un sujet pour nos collègues orthopédistes de la hanche, puisque c'est la principale réclamation après prothèse totale de hanche. Ces causes autres peuvent être des ankyloses, une pathologie enraidissante, mais ce qu'on va décrire et développer aujourd'hui, c'est plutôt le bassin oblique par scoliose neuromusculaire. Alors, l'historique, ça sera court. Je dirais simplement que ça fait longtemps qu'on s'y intéresse et on a retrouvé un article pendant la Deuxième Guerre mondiale de 1942 à San Francisco avait commencé à décrire ces bassins obliques neuromusculaires. La compréhension de l'action des muscles et le pourquoi des scolioses neuromusculaires s'est développée avec les techniques d'étude de la biomécanique. D'abord, on a étudié la stabilité du rachis in vitro. Et je crois qu'il faut toujours s'en souvenir quand on pense aux scolioses neuromusculaires, c'est-à-dire un squelette sans muscle, ça ne peut pas tenir. Donc les études ont été d'abord faites sur des squelettes avec des machines qui étudiaient la force appliquée, et on regardait si c'était stable. C'est les études biomécaniques des années 60. Puis, ça a été fait avec les travaux de M. Lavas, Mme Scali, sur les rachis virtuels en éléments finis, qui a permis et qui permet maintenant de se rendre compte des forces appliquées au rachis. Un rachis sans muscle, ça ne tient pas. Et on connaît tous les travaux de Mme Duval-Beaupère et des autres sur les lignes de gravité, les barycentromètres, qui permettent d'éclairer également ces notions. Je dirais un petit mot, comme il ne faut pas oublier nos collègues qui, dans les scolioses neuromusculaires, les progrès de la neurologie, de la génétique, de l'anesthésie, des réa, et également des rééducateurs fonctionnels avec les rééducations respiratoires qui sont très importantes. Alors, quel est le mécanisme de la déformation vertébrale ? Eh bien, il y a une paralysie avec l'effet perte du hauband, perte de l'étai, et l'effet de perte de la rigidification. Les muscles qui sont dans leur fascia font effet de boudin, et on reviendra là-dessus. Les muscles paralysés, ils peuvent être spastiques, en réflexe à l'étirement, et ils peuvent finalement se rétracter. Au-dessus de ça, vous pouvez avoir une perte du contrôle de la proprioception et du contrôle neurologique. Le modèle expérimental des scolioses neuromusculaires, qui donne 100% de déformation,
c'est le modèle traumatique. On en reverra. Et vous voyez ici, d'ailleurs, je ne sais pas si ça marche, mais on parlait de l'effet Boudin, c'est que là, l'enfant repose sur son ventre, qui est la seule opposition à la déformation. Il n'y a plus de muscles. À côté de la paralysie et parfois des spasticités, vous avez la scoliose par myopathie, avec des effondrements, souvent en syphose, parfois en lordose, tel qu'on peut le voir dans certaines myopathies, du chêne et dans la myotrophie spinale. La spasticité s'associe, elle intéresse certains muscles, alors que d'autres sont plutôt hypotoniques. Et ces muscles peuvent être, on s'en souviendra plus tard, biarticulaires, de sorte que la pathologie va intéresser rachis et hanches. Et à côté de la spasticité, vous allez avoir finalement un raccourcissement du muscle ou une rétraction. Et dans d'autres zones, un muscle peu actif, hypotonique. Et toujours, à côté de ça, le trouble de la commande, du contrôle des voies extrapyramidales, comme on retrouve notamment chez les adultes, pour les scolioses par syndrome extrapyramidal, ce qu'on appelle le syndrome de Pise ou pleurotonus, avec un effondrement latéral et souvent antérieur du tronc. L'atteinte des hanches, elle est du même ordre, avec les mêmes mécanismes. L'hypertonie, la spasticité, la paralysie et les troubles de la commande. Se produisent ensuite des rétractions, puis des déformations du squelette avec subluxation, luxation, dysplasie et déviation des membres inférieurs. Vous avez ici, et plus l'enfant est jeune, plus vite cela va survenir, la déformation des articulations. L'alignement des membres inférieurs en sera affecté, et vous avez différentes formes qu'on retrouve, notamment dans la spasticité, de perte d'alignement des membres inférieurs, qui peuvent aller en ciseaux, en coup de vent d'un côté ou de l'autre, en flexion-adduction, ou ce qu'on appelle la position en grenouille ou batrachoïde. Alors, quel est le lien entre la déformation du rachis et la déformation du bassin et des hanches? Eh bien, il y en a deux. La première chose, c'est que les mêmes causes font les mêmes effets, en particulier en raison des muscles biarticulaires. Ainsi, une paralysie d'un muscle va affecter le rachis, mais aussi les membres inférieurs. Et puis, il y a par un effet de géométrie imposée. Quand vous installez un enfant qui a, par exemple, une tétraparésie spastique, vous allez réaligner forcément les muscles, les membres inférieurs sur le rachis, et donc vous allez accentuer un bassin oblique. C'est ce qu'on peut appeler l'effet de géométrie imposée en position debout, assise ou couchée dans l'installation des enfants handicapés. Les déviations vertébrales prennent des aspects différents. Ça a été étudié dans cet article, en général, dans la même pathologie et dans le même type, un peu toujours les mêmes patterns, les mêmes formes. Souvent, du côté du bassin, de la concavité de la déformation du bassin oblique, rachidienne, vous avez une subluxation de la hanche. C'est souvent, mais ce n'est pas toujours. Vous pouvez avoir, comme ici, le côté opposé intéressé, ou les deux côtés intéressés. Donc, il faut voir qu'il y a des types fréquents et quelques variantes. Alors, il est commode, et on le fait souvent en France, de distinguer ce qu'on appelle les bassins obliques de cause haute des bassins obliques de cause basse ou mixte. Alors, un petit rappel, parce que vous entendrez parler de ça, le bassin oblique de cause haute, les hanches sont normales. Donc, lorsque vous allez examiner, par exemple, ce jeune homme en annulant l'effet des membres inférieurs, en bout de table, il y aura toujours la déformation. Donc, les hanches ont un examen normal. Vous pouvez les manipuler, aller vers la droite, vers la gauche, ça ne va rien réduire de la hanche. Et il n'y a pas influence de la position du bassin sur la scoliose. À côté de ça, lorsque vous avez un bassin oblique de cause basse, lorsque vous allez manipuler les hanches, les mettre vers la droite puis vers la gauche, vous allez observer un réalignement du rachis.
L'exemple le plus typique, d'ailleurs, c'est les attitudes scoliotiques par inégalité de membres inférieurs, mais ça existe également dans les pathologies par scoliose, dans les pathologies neuromusculaires. Probablement que la forme la plus fréquente, c'est quand même les bassins obliques de cause mixte, avec des hanches anormales dont l'examen accentue la déformation, mais une scoliose qui persiste quelle que soit la position des hanches et du bassin. Les choses ne sont pas si faciles et c'est probablement la forme la plus fréquente. Au terme de l'examen, qui doit être soigneux, on doit arriver à voir si le tronc il est plutôt mou, plutôt raide, s'il y a une syphose, une lordose, un effondrement, une réductibilité, quelles sont les limitations des mouvements de hanche à laquelle le chirurgien du rachis doit être particulièrement attentif, avec des raideurs en flexion et des raideurs en extension, ainsi que les raideurs des genoux et les inégalités de longueur des membres inférieurs. Les déformations osseuses sont d'autant plus importantes que l'âge de survenue est tôt. J'ai remis pour rappel une petite classification qui est très utile dans les paralysies cérébrales, qui permet de classer un peu les possibilités fonctionnelles des enfants, des adolescents. Ce n'est pas normalement fait pour les adultes. Un petit drapeau rouge, ce qui est probablement le diagnostic le plus difficile lorsqu'on s'intéresse à rachis et hanches, ce sont les raideurs en extension. Vous avez à gauche la façon dont il faut examiner l'hanche, qui est classique, à la fois sur le dos puis sur le ventre. On recherche souvent le flessum, mais il faut également rechercher une limitation, une limitation de la flexion. Et vous pouvez voir que si, dans ces deux positions, on a une flexion limitée, parfois les enfants, les adolescents s'asseyent comme ici, dans leur rachis. Et si vous les opérez, vous faites une fixation de T2 jusqu'au bassin et qu'ils n'ont pas de flexion de hanche, vous allez vous retrouver avec quelqu'un que vous ne pouvez pas mettre au fauteuil. Donc c'est quelque chose qui, dans ma pratique, est peut-être pas facile à évaluer et qui est probablement la chose la plus importante à rechercher lorsqu'on va opérer ce type de pathologie. Alors, une question toute bête, pour finir mon topo. Comment on mesure le bassin oblique ? Alors j'ai été surpris en lisant un peu, ce qui m'arrive, de voir qu'il y avait plusieurs méthodes décrites. En réalité, la seule chose importante, c'est de prendre une horizontale dans le bassin, vous pouvez la prendre à différents endroits du moment que vous savez quel est le rapport avec les autres, et de regarder l'inclinaison du rachis. Il faut bien sûr tenir compte de la longueur des membres inférieurs et de ce que vous allez faire sur les hanches. Parce que si vous mettez le tronc complètement orthogonal à un bassin qui a une inégalité de longueur de 5 cm, vous allez vous retrouver avec un bassin oblique, ça c'est sûr. Ou plus ou moins, vous allez avoir un déséquilibre rachidien. Il faut donc une planification, surtout si vous pensez à des futures chirurgies. Il faut avoir une mesure fiable de mesure péropératoire et préopératoire. Alors, pour ça, il y a plusieurs techniques qui ont évolué au fil des années. Vous avez une méthode qui est bien connue des chirurgiens brillants, qui est de savoir à peu près où ça tombe. La deuxième, se rapproche de ce qu'on appelle en navigation, je ne sais pas s'il y a des navigateurs chez vous, c'est l'estime. On calcule à peu près avec quand même quelques repères. L'estime, ça peut être une règle qu'on met sur les crêtes iliaques et puis on calcule l'orthogonale, c'est pas mal. Il reste qu'il vaut mieux faire des radios qui ne sont pas toujours faciles à faire, donc il faut installer de façon correcte et rappeler qu'un petit angle de 5 degrés, c'est énorme comme déséquilibre à la fin de la chirurgie. Et puis on a la chance, nous, d'avoir ce système qui permet de faire des mesures assez fiables, même complètement fiables, avec des grands clichés péropératoires. Alors, j'en ai fini de mon topo. Oui, j'ai mis pour finir, si ça vous intéresse, j'ai rappelé ici quelques auteurs qui, par chance, sont souvent français, dont certains dans la salle, qui ont fait d'excellents articles sur le sujet, qui vous éclaireront
mieux que les énormes publications qu'on trouve parfois et qui sont souvent un peu vaines. Donc je vous ai cité ici les bons auteurs. Voilà. Alors Guillaume n'est pas là, je pense à lui, il a eu un drame familial terrible et je vais essayer d'être à la hauteur de ce qu'il aurait été. Il m'a donné son topo, je l'ai un peu modifié, je dois dire, parce que je n'étais pas d'accord sur tout, on n'est pas obligé d'être d'accord. Et là, on a fait des généralités musculaires sur la réflexion. Là, on va faire les pathologies impliquées, des exemples, comme deuxième introduction. Alors, je vous ai mis ici, surtout pour ceux qui sont le moins... j'ai essayé de faire une petite fresque pour ceux qui sont le moins habitués de ce qu'on rencontre. C'est surtout enfants, adolescents. Chez l'adulte, c'est la même chose qu'on revoit à l'âge adulte, pathologie, avec en plus... quelques pathologies qui donnent des scolioses neuromusculaires de l'adulte. Je vais m'en débarrasser tout de suite. Ça sera peut-être mieux. C'est essentiellement quand même les syndromes extrapyramidaux, les camptocormies et certaines myopathies de l'adulte et la sclérose en plaques qui peuvent donner des déformations à l'âge adulte. J'en oublie sûrement, mais c'est ça. Chez l'enfant, il faut se souvenir de ça. Vous avez le premier cadre qui est probablement en fréquence le plus important, c'est la paralysie cérébrale. Paralysie cérébrale, c'est une encéphalopathie fixée périnatale dont la cause n'est pas très connue. Il y a des facteurs favorisants, on ne va pas développer ça. C'était ce qui était regroupé en France autrefois sous le terme IMC-IMOC, IMC étant la forme légère, parfois intelligence normale, IMOC étant l'handicapé majeur, avec des atteintes très variables, diplégie, c'est-à-dire prédominance des membres inférieurs et atteinte légère des membres supérieurs, hémiplégie, tétraparésie, forme athétosique, auxquelles s'ajoutent des dystonies, souvent épilepsie, et pour donner les tableaux cliniques très divers, allant d'un enfant ou d'un adolescent parfaitement intelligent jusqu'à un enfant atteint d'une tétraparésie majeure. Les deuxièmes sont les encéphalopathies, qui se rapprochent un peu dans la forme, mais qui sont souvent d'origine, en bleu, je vous ai mis génétique, en particulier le syndrome de Rett. Vous avez à côté de ça, ici, toutes les causes d'atteinte spinale, poliomyélite, qui reste une cause importante dans le monde, infectieuse, syringomyélie, qui est une atteinte de la charnière cervico-occipitale, mais qui est spinale, toutes les formes de dystrophisme, les origines traumatiques, et enfin l'amyotrophie spinale. À côté de ça, vous avez tout ce qui est les atteintes musculaires, de la jonction neuromusculaire et des myotonies, dont peut-être le membre le plus fréquent retrouvé, c'est la myopathie de Duchenne, dont nous avons déjà montré une photo. Quelques formes plus rares. Et puis ici, nous avons les atteintes mixtes qui sont à la fois spinales et centrales, avec parfois une atteinte cérébelleuse, l'ataxie de Friedreich. Et je termine par les neuropathies héréditaires, Charcot-Marie-Tooth, qui ont été beaucoup étudiées, démembrées, avec des formes multiples maintenant génétiques, et qui sont les neuropathies héréditaires sensitives ou motrices ou sensitives ou motrices, et qui sont génétiques. Alors, ici, vous avez vu périnatale non évolutive. Il faut se souvenir de ça. Alors, on retrouve là les causes suprapelviennes et infrapelviennes. Guillaume a mis ça parce que, pourquoi apparaît ça, la scoliose primaire, elle n'a rien à faire ici. Il faut quand même dire que les scolioses idiopathiques peuvent s'associer à un bassin oblique, on va le revenir. Ça a été étudié, alors ce pas des formes majeures, mais on a tous remarqué des scolioses idiopathiques, avec ou sans inégalité minime des membres inférieurs, là n'est pas la question, qui sont déséquilibrés. On dit scoliose déséquilibrante. C'est un bassin oblique et c'est vu dans le cadre d'une scoliose primaire.
Les scolioses secondaires neuromusculaires, c'est celle que nous avons à droite. Alors, ce petit aparté sur les scolioses idiopathiques, pour citer 2 articles qui ont montré que dans les scolioses, surtout thoracolombaires et lombaires, il y a assez souvent une obliquité pelvienne qui n'est pas majeure, qui peut s'associer ou pas s'associer avec une inégalité de longueur des membres inférieurs, mais enfin, c'est un problème qui arrive aussi dans les scolioses idiopathiques. Et ça, c'était un 2e article. Il faut juste retenir qu'il y a parfois des scolioses idiopathiques déséquilibrées avec bassin oblique. Ça fait réfléchir un peu sur la cause des scolioses, qui peut-être serait neuromusculaire, probablement, et savoir que ça existe et en tenir compte dans le planning préopératoire. Alors, les scolioses secondaires, la variabilité de l'atteinte est fonction de la pathologie. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait dans les traumatiques 100% de déformation. Et ben vous avez à droite là, les pourcentages un peu très fréquents dans l'ataxie de Friedreich, dans la paralysie cérébrale, et puis d'autres, suivant les étiologies, vous voyez, vous avez des fréquences variables. Mais vous voyez que c'est quand même très fréquent et que c'est une des problèmes majeurs des scolioses neuromusculaires. Alors, scoliose, paralysie cérébrale, c'est ce que je vous ai dit, on ne va pas revenir là-dessus. Vous avez à côté de cette paralysie cérébrale des encéphalopathies qui s'en rapprochent, qui sont parfois dans le cadre d'un syndrome polymalformatif, souvent génétique, et avec des épilepsies graves, comme le syndrome de Lennox-Gastaut, syndrome de West, qu'on voit de temps en temps et qui ont ces épilepsies sévères. C'est des maladies centrales, donc un peu proches. Voici quelques exemples ici sur une tétraparésie spastique à intelligence normale avec cette scoliose. Et vous regardez ici déjà la position de la hanche qui se situe du côté de la concavité du bassin oblique. Vous avez l'effondrement ici, mais tétraparésie spastique plutôt avec une kyphose. Parfois, vous avez le contraire, une lordose. Syndrome de Rett avec une perte de marche secondaire vers l'âge de 16 ans, cet énorme bassin oblique. Là, vous noterez que les hanches n'ont pas été... probablement que la scoliose s'est développée plus tardivement. Ça se rapporte un peu à ce que je vous ai dit sur l'âge d'arrivée de la scoliose et de la maladie sur le développement des hanches. Et un syndrome polymalformatif d'Angelman à droite. Alors, les scolioses, il y en a d'autres évidemment, secondaires. Des pathologies cérébrales, j'ai fait mention chez les adultes des syndromes extrapyramidaux. Vous avez d'autres lésions comme les lésions médulaires, le syndrome de Chiari et avec la syringomyélie, les dysraphismes et les traumatiques. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que vous avez ici la forme de camptocormique qui est un bassin oblique, parce que vous avez, c'est ce qu'on appelle par syndrome extrapyramidal, et vous avez dans les Parkinson, cette inclinaison du tronc qui est un bassin typique d'origine haute, bien connu. Les scolioses périphériques secondaires, souvent appelées neuromusculaires. Là, je veux dire que Guillaume a fait un peu de distinction entre neurologique et neuromusculaire. Je ne suis pas sûr que ça soit dans la définition, mais en tout cas, il y a évidemment des scolioses qui sont là périphériques, où vous avez par atteinte de l'amyotrophie spinale infantile avec toutes ses formes, la poliomyélite qui reste fréquente, les neuropathies, je n'avais dit un mot, là c'est un peu une redite, je ne développe pas plus, les myasthénies et les différents types de dystrophie musculaire et de myopathie. Je ne vous dis pas plus, on ne va pas rentrer dans les canalopathies qui sont des anomalies du transfert des membranes dans les muscles, quel que soit le muscle. Elles ne sont pas très fréquentes dans notre pratique. Vous avez ici quelques exemples
dont celui d'une maladie de Duchenne, d'une sclérose latérale, d'une amyotrophie spinale infantile. Alors, les mécanismes, le type de déformation va évidemment dépendre, on l'a dit, de l'atteinte musculaire. Vous pouvez avoir spastique, dystonique, dyskinétique, flasque, ataxique. Et dans les formes périphériques, ça va être surtout hypotonique et myotonique. L'étiologie sera donc centrale ou périphérique. Vous aurez ça. Et avec tous ces types que vous pouvez voir, le polyhandicap, un IMC plus léger marchant, et là vous retrouvez la subluxation de hanche du côté du bassin oblique. Ici, vous avez un syndrome de Rett apparu plus tardivement où les hanches sont toujours en place. Vous avez le paraplégique avec une déformation dont, si on avait le profil, ce serait probablement un effondrement. La maladie de Friedreich avec les hanches en place, une amyotrophie spinale et une maladie de Duchenne. Et puis, évidemment, ce qui va influer, c'est l'asymétrie de l'atteinte. Je l'ai dit depuis le début. Vous pouvez avoir des doubles courbures bien équilibrées, comme vous pouvez avoir des larges courbures thoracolombaires ou lombaires déséquilibrantes. C'est celle-ci qui pose le plus de problèmes. Et cette chose va être très influencée, évidemment, par l'étiologie infra- ou suprapelvienne et l'étiologie en général, avec, évidemment, dans les formes les plus graves, des rétractions musculaires des hanches en adduction ou en abduction qui vont aggraver la scoliose. C'est souvent le cas dans les bassins obliques d'origine mixte. Je ne vais pas laisser trop là-dedans. Pour terminer, pour dire que les vitesses d'aggravation sont un peu fonction des vitesses d'aggravation de la pathologie. Il y avait un bon article qui a détaillé la vitesse d'aggravation plus rapide pour le rachis ou plus rapide pour les hanches. Et vous voyez qu'en général, ce qui va le plus vite, ce sont les rachis. Et je vous remercie pour m'avoir écouté patiemment pour mon introduction. Merci beaucoup Stéphane. On va passer rapidement à la communication suivante. Donc Anne-Laure Simon qui va nous dire si on peut encore se permettre d'éviter la prise du bassin lorsqu'on a un bassin oblique. Donc effectivement, je vais vous parler des asymétries de bassin et si effectivement on peut éviter la prise au bassin. Donc comme on l'a déjà vu, il existe un lien étroit entre le rachis, le bassin et la hanche, avec donc dans les déformations neuromusculaires avec le complexe spino-pelvi-fémoral. Les étiologies donc, sont diverses et variées, principalement donc, des origines centrales, comme on a pu voir avec différentes formes, et notamment dans la paralysie cérébrale. Il peut effectivement aussi y avoir les atteintes médulaires. Des origines périphériques, alors chez l'enfant, il peut y avoir des malformations en fait, de la charnière lombo-sacrée, des agénésies sacrées, et également les cas de dystrophisme. Et enfin, les causes, je dirais, dégénératives, ou l'évolution en fait, de la pathologie, et encore incertaine pour certaines pathologies. Au final, voilà, ce qu'on va effectivement prendre en compte, c'est effectivement on va avoir des scolioses neuromusculaires avec des patients avec un potentiel de marche, d'autres qui n'ont pas du tout de potentiel de marche et d'autres qui vont également avoir un potentiel de marche qui risque de perdre. Alors, les objectifs de la prise en charge de la déformation rachidienne d'origine neuromusculaire sont d'une part d'un point de vue anatomique la correction de la déformation dans le plan coronal et sagittal, mais également d'obtenir un bassin bien équilibré pour avoir une assise stable, et ce qui est particulièrement important pour les patients qui sont non marchants. Il y a également des objectifs fonctionnels, faire en sorte du maintien de la déambulation, de la marche chez certains de ces patients, quelle que soit l'étiologie, et effectivement assurer une bonne qualité de vie par une bonne station assise. Et donc, pour ces objectifs, est-ce que la fusion au bassin est nécessaire ? Alors, ce qu'on a vu principalement sur les topos précédents, c'est qu'effectivement, on parle beaucoup d'obliquité pelvienne. Or, les déformations au niveau du bassin sont vraiment tridimensionnelles, comme la scoliose. Elle est liée effectivement au déséquilibre de force musculaire avec des rétractions, des faiblesses musculaires d'un côté et de l'autre. Et chez l'enfant en croissance, il va même y avoir en fait des sortes de dystrophie osseuse au niveau du bassin qui ne va pas croître en fait de façon symétrique du fait de ces pathologies neuromusculaires.
La littérature a montré que ces asymétries étaient corrélées à la sévérité du handicap, mais également à la sévérité de la déformation rachidienne. Donc en gros, on aura des asymétries de bassin d'autant plus sévères qu'on a une pathologie sévère. L'anomalie donc la plus étudiée, c'est l'obliquité pelvienne. Elle est souvent associée donc à différentes déformations, mais on parle essentiellement du coup de vent avec le risque de luxation de hanche associé à cette obliquité pelvienne. Lorsqu'elle est réductible, donc elle est d'origine rachidienne, donc c'était les origines suprapelviennes, et il y a la notion de bassin inclus lorsqu'elle n'est pas réductible, et dans ces cas-là, l'origine effectivement est plutôt rachidienne. Dans le plan sagittal, donc on va avoir l'anté et la rétroversion du bassin qui sont en lien effectivement avec des rétractions asymétriques entre ischio-jambier et fléchisseur de hanche. Et on va décrire effectivement deux profils de rachis avec la syphose d'effondrement avec une syphose effectivement globale de l'ensemble du rachis, ou plutôt un schéma en hyperextension avec on pourrait dire une lordose globale. Et ça, on retrouve ça surtout dans les formes un peu plus dystoniques. Il y a également des conséquences en fait sur les hanches de positionnement de ce bassin avec des dysplasies acétabulaires qui peuvent devenir en fait douloureuses à terme. Le positionnement du bassin, comme l'alignement finalement dans l'alignement sagittal dans les déformations de l'adulte, a un impact fort sur la qualité de vie. Dernière asymétrie, l'asymétrie de rotation. Donc ça a été surtout étudié chez le paralysé cérébral sur des études scanographiques qui montrent effectivement qu'il peut y avoir en fait un excès de rotation latérale du bassin d'un côté sans forcément que ce soit associé à un excès de rotation médiale de l'autre côté. Cependant, ce qui n'a pas été étudié dans ces différentes études, c'est de savoir quelle était en fait la relation qu'il pouvait y avoir avec la localisation de la courbure principale par rapport à cette rotation. Alors, quand est-ce que la fusion au bassin peut être évitée ? Donc, sur ces deux articles, sur les deux articles que j'avais retrouvés ici, ils sont clairs sur le fait que si l'obliquité pelvienne est inférieure à 15 degrés et que s'il y a un maintien du parallélisme des vertèbres lombaires basses, on peut éviter, d'un point de vue anatomique, effectivement, cette fusion au bassin. Elle est également défendue par ses auteurs en disant que d'un point de vue chirurgical, le fait de s'arrêter en L4 ou en L5 permet d'avoir effectivement moins de complications post-opératoires et une durée aussi péropératoire inférieure. Les styles, donc dans le premier article, a montré que l'autre avantage d'éviter la fusion au bassin, c'est de maintenir effectivement des possibilités de rotation qui facilitent les transferts des patients qui sont non marchands. En revanche, dans l'étude de Doulet, dans les échecs en fait finalement avec des obliquités pelviennes qui se développent secondairement suite à l'absence de fusion au bassin, la reprise chirurgicale était bien plus difficile que si elle avait été faite de façon primaire. Alors, d'autres études ont également prônent un petit peu l'épargne du bassin, avec des reculs qui sont peu importants, de 2 ans en moyenne, et finalement où il y a quand même certains biais en fait dans leurs études. Sur la première, c'est l'étude de Straume. Au final, ils avaient fait une étude comparative, mais leurs obliquités pelviennes étaient aux alentours de 11 degrés, donc pas très importantes, et donc effectivement, c'était un choix pertinent de non-fusion au bassin. Sur la dernière étude qui en fait est plutôt à défendre la fusion au bassin chez les patients, donc celle de Morales, le recul était effectivement un peu plus important et ils avaient des obliquités pelviennes résiduelles et en fait il y avait quand même un risque à terme finalement de progression et donc de perte de correction sur les fusions courtes. Pour la fusion bassin, on a aussi effectivement donc, les auteurs qui la défendent et en montrant qu'effectivement, quelle que soit la pathologie, il n'y avait pas forcément de perte de déambulation, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et voir une amélioration finalement du statut fonctionnel après la fusion au bassin. Alors, en conclusion, la fusion au bassin dans les scolioses neuromusculaires peut être évitée à condition que l'obliquité pelvienne soit modérée et réductible.
et dans des déformations donc finalement qui sont peu importantes pour pouvoir en fait pour pouvoir l'éviter. Elle doit être également évitée chez les patients qui sont bons marchands du fait de leur statut fonctionnel. Et en revanche, on a en fait très peu de données dans la littérature évaluant en fait la correction dans les deux autres plans, dans le plan sagittal et dans le plan axial. Et ça, il reste encore des choses à faire dessus. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup Anne-Laure. On va enchaîner maintenant avec Nedjib qui va terminer un dernier topo sur l'analyse clinique et la relation bassin oblique, hanche, membre inférieur et rachis. Puis ensuite on attaquera les techniques chirurgicales véritablement. Je vais essayer d'éviter toute redondance en vous proposant des cas pratiques qui concernent les chirurgiens orthopédistes qui ont la vocation de s'occuper du rachis et des hanches et pas seulement d'un versant, le haut ou le bas. Alors, le problème, c'est exactement hip or spine first. Est-ce que quand je prends en charge un patient qui a des déformations rachidiennes et une attitude vicieuse de hanche, par quoi je dois commencer? Mon traitement va démarrer par quel secteur? Alors là, dans le bassin oblique, il a été déjà défini il y a longtemps par Dubousset en 1972. Vous connaissez l'obliquité infrapelvienne. C'est le coup de vent, le windswept. Sont les membres inférieurs qui vont déplacer le bassin, c'est tout simple. Quand elle est suprapelvienne, c'est le rachis qui déplace le bassin. Et puis, les obliquités mixtes, où il y a l'association du rachis qui déplace le bassin et des membres inférieurs qui déplacent le bassin. Et puis, il y a une dernière catégorie qui n'est pas fréquente, mais on la retrouve dans les dysmorphismes, dans les séquelles de spina bifida, où c'est le bassin qui, architecturalement, en lui-même, est déformé et il est oblique. Alors, je vais vous citer quelques exemples. C'est un premier exemple d'un enfant qui a une tétraparésie spastique. Il a 14 ans et il a donc cette lordoscoliose thoracique. Il a besoin d'utiliser ses membres supérieurs pour stabiliser son tronc. C'est donc le bassin oblique de cause haute. Et puis, en plus, il a le bassin oblique de cause basse avec le coup de vent des membres inférieurs que l'on voit très bien sur ce document. Alors, la stratégie chirurgicale va être de traiter d'abord sa scoliose et il aura donc une libération vertébrale antérieure suivie d'une instrumentation correction-fusion postérieure et puis il aura le traitement de la déformation de ses hanches, c'est-à-dire les parties molles et les ostéotomies fémorales directionnelles sous un bassin stabilisé. C'est là l'élément essentiel qu'il faut retenir pour aboutir donc de 14 ans à 5 ans après, avec un tronc équilibré, des membres inférieurs posés sur la table d'examen et dans son fauteuil, d'une manière symétrique. C'est le but, c'est le contrat. Voyons maintenant cet autre patient qui est assis avec une hypotonie du tronc majeure, avec une rétroversion du bassin et avec l'aide de ses membres supérieurs. Il est jeune, il a 8-9 ans. Quand on modifie la position du bassin dans l'espace, quand on supprime la rétroversion, apparaît encore mieux l'hypotonie posturale. Et puis, quand on rajoute un autre élément de l'examen, c'est-à-dire la mise en extension des jambes, on accentue la rétroversion du bassin. Donc, le chirurgien que nous sommes va traiter deux éléments, les influences basses sur le bassin et le rachis en lui-même. Et il ne pourra dissocier aucun élément de l'autre. Alors donc, il va avoir, pour séparer les membres inférieurs, les cuisses du bassin, il va donc faire une libération proximale des ischio-jambiers, le but étant une désolidarisation pelvie-fémorale. Et puis, il s'occupera, à cette époque, d'un traitement orthopédique par corset-garchois pendant plusieurs années pour aboutir finalement à l'âge opportun, à maturité, comme on le disait et comme on le dit encore, pour avoir une instrumentation et une correction rachidienne complète et engendrer donc une correction définitive. Tout ceci est très intéressant, mais ça nécessite des sujets qui ont un terrain correct, un terrain médical correct, qui suivent les traitements orthopédiques prolongés. Et c'était ce que l'on faisait et que j'ai pratiqué pendant longtemps, surtout quand j'étais à Saint-Joseph, avec Michel Guillaumat et Jean-Louis Tassin.
Et puis, ce concept, depuis une dizaine d'années, nous l'avons modifié. Nous l'avons modifié pour des raisons très simples que vous allez tout de suite comprendre. C'est que faire si le patient est encore trop jeune? Que faire si la déformation rachidienne est évolutive? Que faire si le terrain médical est défavorable? Et que faire aussi, et c'est souvent dans notre habitude à l'heure actuelle, si le traitement orthopédique d'attente est difficile à réaliser et de plus inefficace. Vous voyez que la problématique de cette stratégie hanche-rachis a complètement changé. Et voilà un exemple d'un tétraparésique spastique de 8 ans qui ne peut pas s'asseoir. Et donc, on a commencé à faire donc une instrumentation bipolaire dans le but d'aligner au mieux le tronc sur le bassin. Et puis, la chirurgie de la hanche gauche a pu se faire, réduction chirurgicale, ostéotomie périarticulaire. La chirurgie de la hanche n'est pas à négliger. Souvent, les chirurgiens rachidiens la considèrent en seconde zone. Or, elle est autant importante que la chirurgie du rachis. Et puis, voilà, on va faire un deuxième allongement pour obtenir un équilibre parfait du tronc sur le bassin et aboutir à un résultat qui va se maintenir tout au long de la vie. Un autre exemple assez typique aussi, c'est ce patient qui est assis, qui a une raideur en extension des hanches et une hypersyphose, scoliose, tout est au maximum. Que faire? Soit on néglige sa déformation, soit on utilise ces techniques modernes, c'est-à-dire qu'on va commencer par lui faire une instrumentation rachidienne qui tient le tronc sur le bassin, et puis il aura l'intervention chirurgicale, réduction chirurgicale, ostéotomie fémorale, ostéotomie pelvienne, et le but doit être défini dès le départ. Le but est d'être assis dans son fauteuil et de pouvoir avoir quelques années de vie correcte. Un autre exemple, 7 ans, tétraparégie, et puis lui aussi, il conjugue toutes les difficultés. Premier temps de stabilisation du tronc sur le bassin, ensuite traitement de la déformation en coup de vent de ses membres inférieurs, c'est-à-dire à droite, les ostéotomies adaptées, et puis, comme vous voyez, sur sa cuisse gauche qui est en abduction, elle est en abduction, il va avoir ensuite une ostéotomie directionnelle de la hanche gauche pour qu'il soit symétrique, assis, c'est le bon gage pour la vie adulte. Alors finalement, dans ce concept, on commence par l'instrumentation rachidienne évolutive, puisqu'on n'est pas capable de tout corriger en une fois, mini-invasive autant que possible, sans arthrodèse, et ensuite on fera la chirurgie des hanches après contrôle de l'interface pelvien. Ainsi, je vais vous présenter 3 diapos qui résument notre orientation. Quelles sont les attitudes vicieuses sans retentissement rachidien? Ce sont celles qui sont symétriques, qui ne retentissent pas sur la fonction ou les installations. Exemple, une limitation du volant d'abduction, une rotation prédominante dans un secteur. Exemple, un flexor modéré. Quelles sont celles qui retentissent sur le rachis? Ce sont les attitudes vicieuses en extension, puisque c'est dans le rachis que le sujet va obtenir sa flexion, puisque les hanches peuvent être luxées en avant, et ce sont les bassins obliques de cause basse. Alors, à quel moment traiter les hanches? Hip or spine first. Alors, c'est avant ou après le rachis, dans les attitudes vicieuses en extension de hanche, ça se discute. C'est après le rachis en cas de flexum important qui perturbe la fonction ou les installations. C'est après le rachis dans les bassins obliques d'origine mixte. Et finalement, c'est avant ou après le rachis dans les bassins obliques d'origine basse. Alors, faut-il traiter les attitudes vicieuses de hanche? Oui, pour mener au mieux le traitement de la déformation rachidienne, mais, et c'est un grand bémol, il faut faire attention à ce qu'on dit aux parents et aux entourages, il n'est pas démontré que le traitement des attitudes vicieuses de hanche influence ou influencera l'évolutivité de la déformation rachidienne. Cependant, la suppression des causes basses néfastes permettra un meilleur positionnement du bassin et facilitera le traitement de la déformation rachidienne. Je vous remercie. Merci beaucoup Nedjib. Donc on va maintenant passer à 3 types de techniques chirurgicales pour se fixer au bassin. Et la première va être présentée par Raphaël, qui va nous parler du T de Trousseau. Je vais vous parler effectivement d'une technique de fixation au bassin, parce que c'est quand même ça le principal point technique qui va faire l'objet de la discussion entre nous.
C'est pas facile de se fixer sur le bassin. Alors, je voulais remercier les organisateurs et puis Guillaume Riwallon, bien sûr, également, de m'avoir fait faire cette cure de jouvence, que de me replonger dans l'histoire de la fixation pelvienne. Et j'ai eu la chance de fréquenter un certain nombre de grandes maisons dont beaucoup de gens ici sont présents, au moment où les fixations du bassin posaient encore un certain nombre de difficultés techniques. Et puis d'avoir pu assister à l'évolution de ces techniques et puis d'avoir pu encore aujourd'hui entendre quelques moments d'histoire de la médecine et dans la bouche de leurs propres concepteurs. Alors, donc c'est vraiment retour vers le futur. Et le bassin oblique, effectivement, c'est pas une chose récente, hein, les années 70. Et dans les époques où on a commencé à s'intéresser au bassin oblique et à le fixer, la fixation du bassin oblique qui était la principale pratiquée était la fixation par vis iliosacrée. Sans doute un petit peu avant les années 90, mais quand même ça a commencé à bien se populariser dans les grands centres français dans ces années-là, et ça a été vraiment une success story pendant 15 ans. La vis iliosacrée était le moyen de fixer le bassin oblique d'origine neuromusculaire. Vous avez un exemple ici. Alors, c'était pas seulement la vis iliosacrée qui était le truc génial, c'était la connexion latérale avec les dominos double tige. Et ça, c'est vraiment, il faut rendre hommage ici aux équipes de Saint-Vincent-de-Paul et de Saint-Joseph d'avoir inventé ça et de l'avoir maintenu fermement, y compris jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment une arme très efficace contre l'obliquité du bassin. On peut comprimer d'un côté et distracter de l'autre. Et avec cette double connexion de tiges, on a vraiment des connexions qui sont excellentes et c'est une stratégie qui est tout à fait logique. Alors ça marche très bien dans le plan frontal, un peu moins bien dans le plan sagittal. Pas du tout dans le plan rotatoire, mais néanmoins, c'est quand même très efficace pour asseoir les patients sur leur ischion, ce qui est quand même l'objectif final de cette chirurgie. Donc voilà ce qui se passait dans ces années-là et ce qui se passe toujours encore aujourd'hui. Il ne faut pas du tout jeter la vis iliosacrée, mais en tout cas, cette connexion à double tige est très efficace, avec quelques petites difficultés quand même mécaniques de recul de vis. Ce qui aboutit parfois à l'ablation partielle du matériel, mais très souvent, la fusion est déjà en partie acquise et à ce moment-là, on n'a pas trop de problèmes. Alors pourquoi j'ai beaucoup pratiqué la vis iliosacrée et ensuite j'ai arrêté de la pratiquer? C'est tout simplement parce qu'à un moment est arrivé du matériel pédiatrique avec des diamètres de 4,5 et 5 qui était absolument intéressant pour moi dans mes mains pour les patients dont je m'occupais, qui étaient des patients de petit poids. Et dans ce matériel-là, qui était donc une innovation à l'époque, c'était en 2007, ça fait presque 20 ans, il n'y avait pas de système de connexion et il n'y avait pas de vis iliosacrée. Donc on était bien obligé de faire autrement. Et alors donc on a un peu exploré, enfin quand je dis on, c'est j'ai, et puis à l'époque, Négib était encore à Trousseau, donc il y a un certain nombre de patients qui reconnaîtra peut-être. On a fait des expérimentations avec ce matériel, on a essayé de se fixer sur le bassin. Et donc vous avez un certain nombre de variantes qui ont fini par découler sur le montage en T. Alors il y a des trucs totalement débiles que j'avais fait en l'occurrence, là c'est un patient qui est purement le mien. Vous voyez, il n'y a aucune possibilité de corriger quoi que ce soit avec un système comme ça, et d'ailleurs ça marchait tellement pas qu'à un moment on a été obligé d'enlever une des vis. Voilà, donc on essayait par tous les moyens de s'accrocher sur les ailes iliaques, mais on n'avait plus la vis iliosacrée, donc on est obligé de faire des choses avec des connecteurs offset et des connecteurs double tige, avec plus ou moins de succès. Alors il y a eu un moment où on a fait du cintrage avec des tiges en J. Vous voyez, la tige en J, c'était pas mal, mais c'était très difficile à cintrer pour avoir le bon profil. Donc là, c'était l'espèce d'embryon d'imagination d'un montage en T, mais c'était pas un montage en T, c'était un montage en J. Alors on en a fait quelques-uns. Il y en a eu 5 ou 6. Alors à chaque fois, vous voyez, c'est des patients de petits poids, 14 kg, dystrophie musculaire congénitale, mérosine négative. Bon, les vis iliosacrées, c'était trop gros pour faire ça. Voilà, donc on a fait des montages en J, alors avec ou sans domino. Celui-là, c'est un modèle sans domino. Et puis celui-là était avec domino. Bon, ça c'est une amyotrophie spinale qui faisait 19 kg. On était assez contents, on arrivait quand même à corriger les bassins obliques sur des petits poids, mais c'était techniquement un peu difficile. Et donc, après en avoir fait quelques-uns, finalement, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, ce jour-là, en décembre 2007, sur une encéphalopathe, c'était une IMOC, 20 kg, on a mis une tige horizontale et on s'est raccordé avec des offsets. Et on a mis toujours l'élément le plus important qui est le double domino, double tige au-dessus.
Et donc, à partir du moment où on a fait ce truc-là, avec une courbe d'apprentissage quand même qu'il fallait acquérir, on en a fait plein. D'abord sur des petits poids, puis ensuite sur des poids plus importants. Et en tout cas, dans le service où je travaille encore, on n'a pas abandonné le montage en T depuis 2007. Donc on l'a fait ensuite sur des myopathes, avec des corrections qui sont devenues quand même beaucoup plus satisfaisantes avec le fur et à mesure de la courbe d'apprentissage. Et toujours ce système horizontal et vertical avec un connecteur offset à 90 au milieu pour renvoyer les contraintes du plan horizontal vers le plan vertical. Donc cette histoire un peu de la métallurgie parisienne nous amène en 2025 avec pratiquement 475 montages en T. Alors les diamètres, on a fait donc du 4, 5, du 5, puis après on est monté en diamètre. On a fait ça sur des patients plus lourds. On a des patients de 12 à 110 kg. On a fait ça avec tous les matériels. Alors c'est l'intérêt, c'est qu'on peut le faire avec n'importe quel matériel. Il suffit d'avoir le connecteur offset. On n'est pas captif d'un fabricant qui vous fait le connecteur héliosacré, la vis héliosacrée et tout le tintouin. Il y a un moment, les gens qui bossaient avec Medtronic étaient embêtés parce qu'ils ne faisaient plus les vis sacrées. Donc à un moment, il y a eu ce petit moment de flottement. Maintenant, ils le refont. Enfin, en tout cas, il y a d'autres sociétés qui le font. Mais il faut bien comprendre que plus le connecteur et plus le système est complexe, et plus il est unique dans son genre, plus vous risquez de vous retrouver sans rien si la boîte fait faillite ou si la boîte change de stratégie. Donc l'intérêt du montage en T, c'est qu'on peut le faire avec n'importe quelle vis et il faut juste avoir un connecteur orthogonal qui est présent dans tous les systèmes. Il y a une courbe d'apprentissage quand même, il ne faut pas la nier. Il y a un cintrage très particulier de la tige qu'on met à horizontale, qui n'est pas droite, qui est cintrée comme un guidon de vélo pour pouvoir descendre au fond, attraper les vis sacrées sans tirer dessus. Et puis il y a donc ce connecteur orthogonal qui est bien pratique pour se relier. Alors on a fait plein d'études, plein de séries. On a comparé avec les vis iliosacrées. Ça c'est un travail récent où on a fait un groupe très homogène de patients qui avaient eu les deux techniques opérés au même endroit par les mêmes personnes et avec donc des stratégies identiques. Bon, je ne vais pas vous refaire la casuistique, Stéphane Wolf en a parlé, c'est toutes les causes classiques de bassin oblique. Les résultats sont identiques. On corrige aussi bien avec un montage en T qu'avec une vis iliosacrée, il n'y a aucune différence. Les groupes étaient parfaitement homogènes, parfaitement comparables, et on a des obliquités pelviennes post-op à haut recul qui sont inférieures à 5 degrés. Donc on est content de la correction qu'on obtient et elle est stable dans le temps. La seule différence, c'est qu'il y a effectivement quelques vis iliosacrées qui reculent avec le temps et que parfois on est obligé de retirer ou de changer. Alors ça marche aussi sur les montages bipolaires. Vous avez vu des montages bipolaires avec des systèmes de tiges plus traditionnels ou des NEMOS. Ça marche aussi avec les tiges magnétiques. Nous, on fait ça de façon quasi hebdomadaire. On fixe bien les bassins obliques, ils sont stables. Le petit truc à connaître quand même, c'est que quand on fait ça chez des petits, et ça c'est rigolo, quand on fait ça chez les petits, le bassin grossit avec le temps et très souvent il y a une des vis qui se libère, on va dire, qui reprend sa liberté parce que le bassin augmente en largeur et la tige au bout d'un moment a atteint sa limite. Et il n'y a pas de complications fonctionnelles de ça. Les enfants ne sont pas pour autant douloureux et on ne remet pas la fixation. Généralement, la fusion lombosacrée est acquise et c'est tout à fait stable. Et on n'a jamais repris un patient pour ça. Mais c'est un phénomène qui a trait à la croissance latérale du pelvis. Voilà, donc en conclusion, et pour pas perdre de temps, je peux vous dire que c'est une technique fiable que je n'ai pas l'intention de changer, ni dans son concept, ni dans ma stratégie actuelle. Il y a une courbe d'apprentissage, donc il faut en avoir vu et en avoir fait avec quelqu'un qui a l'habitude. Mais ça, c'est propre à toute technique chirurgicale. Et il y a peu de complications. Alors évidemment, on a les mêmes infections que tout le monde, mais en tout cas, en termes de mécanique, on n'a pas de perte de correction au recul sur beaucoup de patients et on est satisfait de cette technique que l'on souhaite continuer à utiliser à Trousseau. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Raphaël. Vous pouvez me lancer le... Moi, je vais vous parler d'une autre technique, enfin de deux techniques qu'on a utilisées à Robert Debré depuis de nombreuses années. Une qui a été progressivement abandonnée dans l'indication des bassins obliques et celle qu'on utilise actuellement. Et de la même façon, je vais expliquer pourquoi on n'a absolument pas envie de changer. Donc deux techniques, c'est la fixation intrasacrée et le vissage S2AI. Donc on va commencer par la fixation intrasacrée, qui est une technique qu'on a utilisée pendant de très nombreuses années dans notre service. Donc elle a de nombreux noms, donc d'ailleurs elle n'a pas vraiment de vrai nom français. Il y en a qui l'appellent la transsacrée, l'intrasacrée. Le vrai nom, c'est la technique de Jackson, puisqu'elle a été inventée par Roger Jackson.
Et c'était mon patron, professeur Mazda, qui avait été le voir dans le Kansas et qui était revenu et qui était devenu fan de cette technique. Et donc pendant des années, on n'avait pas le droit de faire autre chose à Robert Debré que le Jackson. Donc le Jackson, les avantages théoriques, c'est que ça ne traverse pas les sacroiliaques. C'est assez difficile techniquement parce qu'il faut introduire les tiges à travers le sacrum sous contrôle fluoroscopique. Donc il faut avoir des bons techniciens d'imagerie, ce qui n'est pas toujours évident. Et en revanche, c'est très efficace dans les spondylos de haut grade. Et je sais que par beaucoup d'entre nous qui utilisent même, et on en parlait avec Raphaël, ça reste une technique vraiment intéressante pour les spondylos. Alors juste sur un point technique, donc il faut introduire une première vis un petit peu au-dessus et en externe du premier foramen. Initialement, il y avait des vis dédiées, mais pareil, la compagnie a fait faillite, donc ça n'existe plus. Donc aujourd'hui, vous pouvez utiliser une vis polyaxiale qui était initialement ascendante pour terminer dans le promontoire, ce qui permettait d'avoir la tenue optimale. Puis ensuite, les tiges étaient introduites au marteau en transsacré sous contrôle d'ampli. Et l'objectif était de finir, comme vous voyez sur cette image ici, à peu près en avant de S3. Et ensuite, vous aviez des tiges dont vous pouviez régler la longueur, que vous connectiez également avec de doubles dominos, avec les tiges longues, comme vous voyez sur l'image de droite. Nous avons publié nos résultats en 2009, avec des résultats qui étaient relativement satisfaisants. Vous voyez que ça, c'est des montages quand même qui datent un petit peu, parce que c'est assez éloigné de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais globalement, les résultats étaient bons. Il y avait très peu de pseudarthrose. Ensuite, il y a eu d'autres équipes, c'est une publication de Tours, qui ont également publié sur ces résultats. C'est intéressant pour montrer que ce n'était pas uniquement les promoteurs de la technique. Mais un des points limitants de cette technique, notamment dans les scléroses neuromusculaires, et c'est très difficile de connecter vos tiges transsacrées aux longues tiges thoracolombaires quand vous aviez des hyperlordoses. C'est pour ça que c'est très adapté dans les spondylos où il y a une syphose régionale, mais dans les hyperlordoses, c'est assez compliqué. Donc aujourd'hui, finalement, on utilise cette technique pour les spondylos, essentiellement les spondylos de haut grade, et vous voyez qu'on modifie un petit peu la technique actuelle. Au départ, on mettait juste des vis en L4, des vis en S1, puis on s'est mis à mettre de temps en temps des vis en L5, même si elles sont souvent difficiles. Et puis on met systématiquement des cages qui étaient initialement en pique et qui sont maintenant métalliques. Donc c'est une technique, la S2AI, qu'il faut connaître. C'est vraiment très efficace dans les spondylos, mais pour les scléroses neuromusculaires, c'est vraiment plus celle qu'on utilise de façon courante. Donc celle qu'on utilise de façon courante, c'est les vis S2AI. Donc déjà, il faut comprendre ce que ça veut dire S2AI, parce que tout le monde parle des S2AI, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc la vis S2AI, ça veut dire qu'on parle de la deuxième pièce sacrée. On se dirige à travers l'aileron sacré, on traverse la sacro-iliaque et on finit dans l'es iliaque. Donc en fait, ce n'est ni plus ni moins qu'une vis iliaque, mais avec un point d'introduction différent et qui a l'avantage biomécanique et clinique d'être moins proéminent parce qu'elles sont vraiment sous les crêtes postérieures, donc on peut vraiment l'utiliser chez les enfants très petits. L'abord est un peu moins extensif. Il n'y a pas besoin de connecteur parce que si vous utilisez des bons points d'entrée, vous pouvez les aligner sur vos longues tiges et donc les vis L5, S1 et S2I peuvent s'aligner sans connexion. Et théoriquement, ça permet également de préserver de la crête iliaque pour avoir davantage de produits de greffe. Donc pourquoi utiliser les ailes iliaques? Parce que sur le plan biomécanique, c'est clairement l'os qui est de meilleure qualité, puisque vous avez cette zone juste au-dessus de l'échancrure qui tient très très bien et qui est vraiment la zone d'accroche de votre vis iliaque ou S2I. Et elle permet d'être très longue, ce qui permet d'être en avant du point de pivot et du moment de flexion, ce qui permet d'améliorer la stabilité de votre montage. Donc un petit point technique, c'est relativement facile. Le point d'entrée est très bien décrit. C'est Paul Sponseller à Hopkins qui a commencé à beaucoup parler de cette technique. Et moi, c'était en écoutant ses premières communications que ça m'a donné envie de le faire. Donc le point d'entrée, il est situé entre le premier et le deuxième foramen sacré. Vous êtes couvert par la crête iliaque. Et ensuite, il faut être relativement divergent et relativement descendant. Alors je dis relativement parce que les degrés n'ont absolument aucune valeur sur des bassins pathologiques. Mais il faut être très descendant et très divergent. Et en général, ce qui était décrit dans ces publications initiales, c'est qu'il fallait un diamètre de vis d'un minimum de 8,5 pour éviter les ruptures, et des longueurs variant entre 60, il disait, et 90. Mais parfois, c'est beaucoup plus long. Sur le plan technique, il y a eu plein d'études biomécaniques qui ont été faites. Ce qui est intéressant, c'est que la longueur de la vis, finalement, a peu d'importance. Alors ça fait très plaisir quand on met une vis de 110, elle est très très longue sur la radio, mais en fait, ça ne change pas grand-chose, puisque la tenue est véritablement dans cette petite zone au-dessus de l'échancrure sciatique et qui en général est située entre 60 et 70 mm. Donc des vis de 70 suffisent amplement. Sur le plan technique, je vais vous montrer ce que je faisais jusqu'au mois de septembre. Donc jusqu'au mois de septembre, on utilisait généralement une mèche de 3,2 relativement longue. On l'introduisait au moteur. On sentait très bien une première résistance qui était la sacro-iliaque. Ensuite, on continuait au moteur. Et lorsqu'on avait passé cette seconde résistance, on utilisait le palpeur pour essayer de terminer entre les deux crêtes. Ensuite, on faisait un coup d'ampli pour vérifier qu'on n'était pas trop bas dans l'échancrure.
J'ai jamais réussi à faire véritablement la bonne incidence en teardrop qui permet de bien voir la table externe et la table interne, surtout sur des bassins de patients neuromusculaires, c'est très compliqué. Donc moi, je faisais uniquement une face pour voir si j'étais pas trop bas. Et si je sentais pas de cortical, je continuais à palper jusqu'au bout. Et ensuite, quand j'étais certain d'être vraiment dans la iliaque, je taraudais de façon très progressive pour ouvrir en fait le point de pénétration dans le sacro-iliaque. Et donc je commençais à 4,5 et je terminais 1 mm sous le diamètre final de la vis désirée, c'est-à-dire au minimum à 7,5 puisque je voulais mettre une vis au minimum de 8,5. Et ensuite j'introduisais la vis. Les différentes études cliniques, les seules études cliniques comparatives sont principalement celles qui ont comparé les S2AI versus les vis iliaques. Et ce qui a été rapporté dans la littérature, c'est qu'il y a clairement moins de complications cliniques et radiologiques. D'une part parce que vous n'avez pas l'effet connecteur, et d'autre part surtout parce que les vis sont un peu plus enfouies et donc plus profondes. Et c'est vrai que moi j'utilise des vis parfois jusqu'à 9,5 sur des enfants de moins de 20 kg également, et je n'ai jamais eu de reprise sur une gêne liée au matériel. Alors on peut faire n'importe quoi avec les vis, c'est assez difficile. Là c'est des cas à moi. Donc vous avez vu que celle à gauche, c'est une vis qui est partie trop médiale. Et les trois en bas, ce n'est pas des vis forcément mal placées, mais c'est des vis trop longues. Alors il faut savoir que les vis qu'on utilise ont en général des incréments de 5 mm. Donc c'est vrai que parfois, quand vous mesurez une distance avec votre palpeur, vous devez choisir un peu au-dessus, un peu en dessous. Et dans certains cas, on est un petit peu trop long, ce qui n'est pas forcément néfaste, mais discutable. Donc c'est des choses effectivement qu'on est en train d'améliorer. Et donc quand vous mettez toutes ces vis, là où je vous ai mis un exemple en haut à droite de bassins très asymétriques, elles sont relativement difficiles parce que vous avez souvent une aile iliaque très divergente et une autre qui est plus droit devant. Et en fait, sous ampli, c'est très difficile de voir la différence. Donc il y a pas mal de techniques qu'on peut utiliser pour mettre ces vis S2AI. Soit on les met à main levée, soit on les met sous navigation, soit on utilise des guides 3D. Alors j'ai essayé plusieurs fois des guides 3D. Jusqu'à aujourd'hui, c'était que des échecs parce que c'était assez difficile d'avoir une bonne stabilisation sur le bassin en prenant les crêtes. Donc je ne suis pas très content, même si c'était très attirant. Et puis ensuite, je parlerai un tout petit peu de la robotique qui, pour moi, a vraiment modifié considérablement cette technique chirurgicale. Alors ces vis S2AI, on peut l'utiliser sur des enfants très jeunes. Là, c'est l'exemple d'un enfant qui était paraplégique suite à une chirurgie tumorale. Vous voyez qu'au départ, son bassin était tellement oblique que je ne pouvais pas mettre 2 tiges de croissance. Donc j'avais commencé par mettre une vis du côté gauche qui a permis de mettre une première tige de croissance. On a distracté progressivement. Puis lorsqu'on a commencé à gagner un petit peu, on a fait un second temps qui a permis de mettre une deuxième fixation contralatérale et une seconde tige. Donc on a fait une correction progressive. Et puis bien sûr, dans les arthrodèses, pareil, vous faites votre fixation. Et le seul point technique important, c'est de mettre d'abord la vis L5, ensuite votre S2AI, et ensuite mettre la vis S1 entre les deux. Parce que le but, c'est que tout s'aligne. Alors, vous pouvez en mettre plusieurs dans le bassin. Parfois, on peut en mettre 2, parfois, on peut en mettre 3. En fait, tout dépend de l'espace que vous trouvez. Et je suis tout à fait d'accord avec Raphaël. Ce qui est hyper important, c'est la connexion. Il faut avoir une bonne fixation, mais ce qui est important, c'est la connexion. Alors, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc, les dominos, c'est une option. Les vis double tête, c'est une option également. Puis, il y a les connecteurs double tige qui sont également très intéressants. Alors, ce qui est intéressant avec cette technique également, c'est qu'on peut faire des montages avec plusieurs tiges. Oui, on peut alterner, on peut mettre des vis en S2AI, on peut mettre une vis iliaque. En tout cas, ça vous permet de faire des montages lombosacrés avec plusieurs tiges, si nécessaire, bien entendu. Alors, la robotique, je vais en parler brièvement, parce que ce n'est pas le sujet du symposium, mais c'est vraiment, ça change tout dans la fixation au bassin. Parce que je trouve que techniquement, les vis S2AI, dans les bassins dystrophiques, c'est relativement quand même difficile. Et c'est vrai qu'avec la robotique, qu'on utilise depuis septembre, ça a vraiment totalement modifié la donne. Alors j'ai fait qu'une dizaine de cas actuellement avec des fixations au bassin sous robot, mais c'est vrai que tout le temps qu'on passe dans la planification, parce qu'aujourd'hui c'est très très long, hein, moi pour planifier mes vis S2I sur des bassins dystrophiques, ça m'a pris parfois jusqu'à 45 minutes juste pour planifier les 2 vis, donc c'est extrêmement long, mais en revanche l'exécution prend 2 minutes. Donc en fait c'est un vrai débat, c'est très très intéressant. Et en tout cas pour l'instant je n'ai eu aucun mauvais retour d'expérience sur toutes les vis que j'avais planifiées. Et on a fait des cas très très compliqués, donc je suis vraiment ravi de l'apport de la robotique dans la planification de ces fixations au bassin. Là, c'est un scanner post-op qui a été fait pour une autre raison, parce que le patient avait un problème digestif. Donc il y a un scanner abdominal qui a été demandé, parce que moi pour l'instant je ne fais pas de scan post-op à mes patients. C'est un patient chez qui j'avais mis les vis S2I sous robot. Et vous voyez que c'est assez intéressant de voir que les vis S1 sur la petite coupe du haut, elles sont exactement comme je les aurais mises si je voulais quand on fait un schéma, donc bien convergentes, bien longues, etc. Et les 2 vis S2AI sont parfaitement bien symétriques, parfaitement bien positionnées. Donc là, il n'y a aucune erreur. Et c'est vrai que c'est vraiment très, très attirant et vraiment très séduisant. Donc pour terminer sur les vis S2AI, je pense que les points forts, c'est que vraiment l'abord est peu extensif. Il est très médian. Il n'y a vraiment jamais de gêne sur le matériel. Il n'y a pas de connecteur. Et lorsque vous les associez à des vis S1 qui sont convergentes, vu le caractère divergent de vos vis S2AI, l'ensemble de votre montage pelvien est vraiment quasiment inarrachable.
Voilà, maintenant je vais passer la parole à l'autre fille qui va vous parler des vis iliosacrés. Merci à tous. Moi, j'ai préparé un tout petit topo parce qu'on m'a dit de ne pas dépasser 6 minutes. Donc, je vais vous parler rapidement de la doyenne des fixations pelviennes dans les instrumentations segmentaires. Un petit rappel historique pour dire que la technique de la fixation pelvienne par la vis iliosacrée a été importée des États-Unis. Et le promoteur de cette technique, c'était Paul Harrington, qui, en 1968, l'utilisait pour réduire et stabiliser les spondylolisthésis lombosacrés. Cette technique a été importée en France par Jacques Vidal en 1970. Et lui, il utilisait des vis de vénable qui n'étaient pas perforées, toujours pour la même indication, dans les spondylolisthésis lombosacrés. Ensuite, c'est Jean Dubousset qui a été le premier chirurgien à l'avoir utilisé dans les déformations rachidiennes d'origine neurologique, notamment dans la poliomyélite au début. Et Jean Dubousset a utilisé les vis de Wittwood qui servaient pour les épiphysélises fémorales supérieures. Donc, elles étaient cannulées et on pouvait donc les guider avec des broches. Alors, sur le plan technique, la plupart d'entre vous connaissez bien. Le point de passage de la vis, ça c'est là où on fait la petite logette pour mettre le connecteur iliosacré. Ensuite, on a développé un ancillaire qui facilite et rend plus précise l'introduction de la vis dans le bassin de façon percutanée, comme vous le voyez ici, en utilisant le connecteur, le guide de mise en place. Ça évite de faire des abords extensifs de l'aile iliaque. Cette vis, avec le temps, a été améliorée. Le connecteur aussi, maintenant, il existe en 6 versions différentes pour les enfants, pour les adultes. Il existe en version ouverte, version fermée. Et avec Guillaume, nous avons amélioré la mise en place de la vis iliosacrée en utilisant la navigation, qui permet de sécuriser, de faciliter la mise en place et surtout de rassurer certains chirurgiens qui avaient très peur de mettre cette vis en percutanée parce qu'ils avaient peur de ne pas bien la positionner. Donc, quelles sont les spécificités de cette vis? Elle en a plusieurs, mais j'ai retenu les 5 plus importantes. La première, c'est que cette vis, elle a une position latérale, l'une des plus latérales possibles en tant que fixation pelvienne, qui permet d'avoir un important bras de levier qui permet de corriger les obliquités pelviennes, notamment dans le plan frontal, comme vous le voyez, comparativement aux vis sacrées, par exemple. La deuxième spécificité, c'est que c'est la seule technique qui existe dans laquelle la tige est fixée au milieu de l'implant pelvien. Et ça, beaucoup de chirurgiens n'y pensent pas ou ne le savent pas. C'est très important sur le plan biomécanique parce que la tige, elle est fixée au milieu de la vis, donc les contraintes sont réparties à la fois sur la crête iliaque et dans le sacrum. Raison pour laquelle il n'y a pas eu de fracture de vis et il n'y a pas eu de migration de vis quand elles ont été bien posées. Donc c'est une fixation ultra solide grâce à cette connexion. Alors que dans toutes les autres techniques, sans exception, la tige elle est fixée à la tête de la vis, ce qui fait un bras de levier qui permet de fragiliser la fixation pelvienne, c'est-à-dire la vis peut migrer sous l'effet du bras de levier sur un montage long qui va de T1 au T2 jusqu'au bassin. La troisième spécificité, c'est que c'est une technique qui a beaucoup de variantes et beaucoup de combinaisons. La configuration la plus utilisée, c'est celle que vous voyez en haut à gauche, mais il est possible de mettre une seule vis transfixiante qui prend donc 2 connecteurs. On peut mettre 2 vis transfixiantes ou 3 vis ou 4 vis dans les cas où il y a une importante anomalie de la version pelvienne, dans les cas d'hyperlordose majeure ou de kyphose lombosacrée. Autre détail qui n'est pas négligeable, c'est que dans la presse, dans la littérature,
il y a beaucoup d'articles qui parlent de la dégénérescence de la sacro-iliaque suite à une fusion jusqu'au bassin. Et dans certains papiers, ça peut aller jusqu'à 75% des cas où il y a une dégénérescence douloureuse de la sacro-iliaque après la fixation jusqu'au bassin par les autres techniques, parce que toutes les autres techniques travaillent en distraction, c'est-à-dire elles disloquent un petit peu la sacro-iliaque et ça entraîne une dégénérescence. À l'opposé de ça, la technique de la vis ilio-sacrée permet au contraire de préserver et de protéger la sacro-iliaque par l'effet de syndesmodèse, comme vous le voyez ici, comme dans une cheville. La vis stabilise la sacro-iliaque. C'est pour cela que dans nos patients qui marchent, il n'y a pas été reporté de douleur au niveau de la sacro-iliaque avec cette technique. Et enfin, la vis ilio-sacrée reste la technique universelle pour nous parce qu'on peut la poser quelles que soient les conditions anatomiques, quelle que soit l'étiologie, même dans les agénésies sacrées, comme vous le voyez, il est possible de la poser. Voici quelques exemples de bassins obliques. Ce matin, c'était donc le sujet de la table ronde. Vous en voyez ici un super bassin oblique qui a été fixé par les vis ilio-sacrées et 2 ans après, nous avons repris le patient pour réaliser une distraction asymétrique et ça a permis d'améliorer la déformation résiduelle et l'obliquité pelvienne résiduelle. Voici le patient préopératoire. Le voici juste après la première chirurgie et puis 2 ans après, juste après la retention de tige. Vous voyez que c'est un moyen très efficace pour corriger les bassins obliques les plus sévères. Alors, comme je vous l'ai dit, dans le plan sagittal, cette technique a la possibilité de corriger les versions pelviennes les plus pathologiques, que ce soit en hyperextension ou en hyperflexion. Ici, un exemple d'une dystrophie musculaire congénitale marchant avec une hyperlordose lombosacrée. Comme vous voyez, le sacrum qui est complètement basculé vers l'avant. Et là, son hyperlordose a été corrigée grâce à la mise en place de 2 vis ilio-sacrées de chaque côté, une paire dans S1, une paire dans S2, qui a permis de corriger l'hyper-antéversion lombo-sacrée. Voici les images du patient avant et en post-op. Une autre application donc, de la vis ilio-sacrée dans les scolioses, dans la pathologie malformative, notamment dans les spinas. Et cet enfant, il avait une importante syphose lombaire avec forte rétroversion lombosacrée. Donc, il a été réalisé chez lui une kyphectomie suivie d'une fixation pelvienne avec 2 vis ilio-sacrées transfixiantes, comme vous le voyez, ce qui a permis de lui rendre une meilleure morphologie de son rachis dans le plan sagittal. Voici donc les images de ce patient en pré et en post-op. Je vous remercie de votre attention. Et maintenant, l'autre fille va continuer avec l'utilisation de la vis ilio-sacrée dans les tiges de croissance. Alors là, je vais vous parler de l'évolution de notre technique de correction des bassins obliques qui nous a été permise depuis que nous avons commencé à pratiquer la fixation bipolaire qui, à l'opposé de l'arthrodèse où le bassin il est fixé définitivement et si la correction n'a pas été complète, on ne peut plus rien faire après. Avec cette technique qui est progressive, nous avons la possibilité d'améliorer la correction de la déformation aussi bien rachidienne que pelvienne de façon secondaire. Donc je vous rappelle rapidement en quoi consiste la technique bipolaire. C'est une fixation proximo-distale solide, sans toucher à la zone intermédiaire pour éviter les autofusions et de la fibrose que l'on voit régulièrement dans les instrumentations sans greffe. Et puis, on essaie de maintenir une tension entre les 2 extrémités du montage pour permettre d'obtenir une correction progressive dans le temps grâce à un relâchement viscoélastique des parties molles et même de l'os. Et donc, cette technique nous permet de faire, disons, d'améliorer la correction de la déformation résiduelle de façon chirurgicale en réopérant les enfants, comme vous le voyez ici, la radio post-op immédiate et puis la radio après retention de tige
qui nous a permis d'obtenir une correction complète de la déformation résiduelle. Voici un exemple d'un encéphalopathe de 14 ans qui avait ce bassin oblique de 60 degrés. Voici la radio post-op immédiate. La radio après une première retention de tige, nous avons amélioré donc, la déformation résiduelle. Et puis, 3 ans après la chirurgie initiale, nous avons fait une nouvelle retention asymétrique de son montage et nous avons pu obtenir non seulement une correction complète, mais une légère hypercorrection de ce bassin oblique initial qui était de 60 degrés. Voici la radio de profil et les images cliniques du patient en pré-op après la chirurgie, la première chirurgie et après la deuxième retention de tige. Comme vous voyez l'évolution et la transformation de l'état général de ce patient grâce à cette chirurgie mini-invasive. Un autre exemple d'un encéphalopathe de 12 ans, là aussi avec un bassin oblique majeur. Ici, la radio post-op immédiate avec une correction incomplète du bassin oblique. Si on avait fait une arthrodèse, probablement, cet enfant aurait gardé cette obliquité pelvienne à vie, définitivement. Là, on l'a repris 2 ans après, je crois, pour refaire une retention de tige. Et là aussi, comme vous le voyez, on a hyper-corrigé son bassin oblique initial grâce à ce montage et surtout à la technique des dominos dont a parlé Raphaël, qui nous permet d'avoir une force de correction phénoménale. Et comme la vésicule sacrée est très solide et elle résiste bien, on peut aller très très loin dans la correction, comme vous le voyez. Ici, les radios de profil. Et ici, les images de la jeune fille en pré-op, après la chirurgie initiale et après la retention de tige. Alors, cette correction progressive des bassins obliques secondaires, actuellement, nous essayons de la faire avec les nouvelles tiges auto-extensibles qui grandissent après la chirurgie initiale et dont le principe, c'est d'obtenir une correction progressive de la déformation résiduelle de façon spontanée grâce à un auto-rééquilibrage du patient en post-opératoire. Et je vais vous montrer quelques exemples. Ici, un exemple d'une amyotrophie spinale infantile de 12 ans. La radio post-opératoire immédiate avec une correction donc incomplète du bassin oblique. Et ici, 2 ans après, vous pouvez voir une amélioration progressive et spontanée de l'obliquité pelvienne résiduelle. Ici, un deuxième exemple d'une autre amyotrophie spinale, 11 ans. Ici, après la chirurgie initiale. Ici, 2 ans après, on voit l'amélioration de son bassin oblique. Et 4 ans après, ça se maintient bien et ça continue à s'améliorer légèrement. De façon spontanée, comme je vous l'ai dit. Et ça, c'était pour nous une importante avancée, surtout une découverte, parce qu'on ne pensait pas pouvoir obtenir ça. Et ça, c'est un 3e et dernier cas qui est très démonstratif d'un garçon de 16 ans qui avait cette déformation lombaire avec bassin oblique, pour lequel, dans notre ancien schéma à Saint-Vincent-de-Paul, on faisait une libération antérieure convexe pour pouvoir obtenir un minimum de correction, puis un temps postérieur, après 1 semaine de traction entre les 2 temps. Donc ce patient-là, c'est un encéphalopathe, on ne l'a même pas préparé, on l'a fixé jusqu'au bassin, comme vous le voyez ici, et je vous fais remarquer que du côté convexe, nous avons mis des petites tiges extensibles, c'est-à-dire une petite réserve de 5 cm, et du côté concave, nous avons mis une tige plus longue avec une réserve de 8 cm. Et voici, 6 mois après, un début d'amélioration, aussi bien de la scoliose résiduelle que de l'obliquité pelvienne. Ici, 1 an après, vous pouvez remarquer donc, la poursuite de l'amélioration, aussi bien de la scoliose que du bassin oblique. Et là, 2 ans après, il continue à s'améliorer. Et regardez bien les tiges. Du côté convexe, la tige, le domino est arrivé en bout de course. C'est ce qu'on avait prévu. Et on avait prévu que la tige concave continue à grandir pour continuer à améliorer la correction de la courbe résiduelle. Et donc, vous voyez, nous avons gagné 45 degrés de correction sur
la courbure résiduelle de façon spontanée, ainsi que sur le bassin oblique qui est passé de 26 degrés à 10 degrés. Ici, la radio de profil, et puis les images du patient en préopératoire et 2 ans après cette chirurgie. Je vous remercie. Louis Boissière, qui va nous parler de l'expérience bordelaise avec ses tiges également de montage bipolaire. Du coup, moi, c'est un petit peu la suite. Un accord, il y a quand même un conflit, c'est que Euros m'invite de temps en temps à la SRS. Donc les scolioses, c'est le bassin. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ça, on en a pas mal parlé. La question, c'est chez l'adulte, le traitement classique, c'est l'arthrodèse. Hein, c'est le traitement le gold standard. On a fait un petit travail avec Frédérico sur le fait que une série comparative, c'est que la chirurgie d'arthrodèse était quand même relativement morbide avec pas mal de complications. Et la technique bipolaire a le gros avantage d'être moins morbide. D'accord, la chirurgie, elle est plus facile, elle va plus vite. Et du coup, moi, ça nous a permis de mettre au bloc des patients que d'habitude, on n'opérait pas. Et on a commencé comme ça. Finalement, les résultats, je les ai trouvés intéressants. Et on a continué. Ce que l'autre fille a dit, c'est que la correction s'améliore avec le nombre de distractions, c'est-à-dire que la première correction est bien, et petit à petit, plus on distracte, plus ça s'améliore. Là, c'est des exemples de montage bipolaire. 67 ans, lui, c'est un ingénieur, et une correction du bassin oblique qui est plutôt correcte. Des fois, le résultat est plus compliqué. Là, 41 ans, scoliose très très rigide, ce qu'on fait des ostéotomies, des machins, pas trop quand même. Et on voit que la correction, elle est scalée, mais il y a quand même une amélioration du bassin, mais c'est pas un résultat non plus. On se dit on aimerait faire mieux quand même. Du coup, la réflexion et l'un des défauts du montage bipolaire, c'est que les courbures peuvent évoluer dans le temps. C'est-à-dire que vu que c'est une instrumentation sans greffe, le patient il est relativement stable dans son montage. Moi, j'ai pas, dans mon expérience qui est faible, mais qui est quand même de 7-8 ans, j'ai pas encore observé de rupture de tige. Par contre, j'ai vraiment vu des courbures qui évoluaient. Et on a à peu près un tiers de nos patients qu'on reprend au bloc pour des montages, pour des redistractions, des choses comme ça. Et on va le voir ici, d'accord, donc à 19 ans, sous maturité squelettique a priori, et on voit le bassin oblique qui repart. Donc la question, c'est comment reprendre ces cas. Initialement, je faisais de l'arthrodèse, hein, d'accord, ce qui paraît assez logique. Et finalement, en discutant avec l'autre fille, la notion de la tige de croissance, c'est vraiment dans l'idée d'accompagner la croissance. Et il y a moins la notion d'améliorer la courbure de manière progressive. La philosophie bipolaire, c'est vu que c'est de faire des distractions répétées, pourquoi pas mettre des tiges de croissance à tout le monde qui va permettre d'avoir une distraction répétée. Donc ça, c'est quelques exemples. Donc j'avais essayé sur 2-3 cas. Là, j'y croyais pas trop, donc j'avais fait la petite tige de 5, j'avais même distracté sur le domino. Et on voit que très rapidement après, même là, c'était les trucs en réel, on voit que ça distracte précisément. Et en 6 mois, 1 an, la distraction est complète. Ça, c'est un autre cas, d'accord. Donc là, du coup, sur ces cas-là, du coup, j'ai commencé à le faire en primaire, d'accord. Donc 20 ans, on voit une correction initiale avec un bassin oblique. Moi, je fais pas de préparation non plus, parce que j'ai pas cette culture pédiatrique. Donc je les prends au bloc sans préparation rachidienne. On voit que le bassin, il reste relativement oblique. Et en fait, au fur et à mesure, on voit que les tiges distractent et que le bassin oblique s'améliore progressivement. Et du coup, je vais juste montrer le dernier cas. Donc, comment la reprendre, cette patiente, avec le bassin qui évolue. Et on peut aussi la reprendre avec des tiges de croissance. Et on voit que progressivement, le bassin oblique s'améliore et se corrige presque ici totalement. Donc, c'est une piste de réflexion. Pour l'instant, j'ai peu de patients, d'accord. Il y a une petite dizaine de patients. Mais c'est quand même assez prometteur. Et voilà. Je vous remercie. Donc Brice, pour quelques mots de conclusion, et puis ensuite il y aura une très brève discussion, parce qu'on est déjà très en retard, mais bien entendu on laissera quand même la parole à la salle. Voilà, alors moi je vais juste vous mettre quelques petits messages à retenir. Donc je ne vais pas revenir sur l'intérêt de l'examen clinique sur les causes supra-infrapelviennes, parce que ça c'est essentiel, et je pense que ça a été très bien rappelé par Anne-Laure et Nedjib. Donc ça c'est important de bien se souvenir de l'importance de l'examen clinique. On a quand même plutôt bien compris que c'est quand même, dans la majorité des cas, nécessaire de débuter par la correction de la déformation rachidienne. Et si vous avez des questions là-dessus, on pourra en discuter un petit peu après. Maintenant, quand on veut faire la chirurgie, il faut se poser ces questions. Donc, on sait ce qu'on a sous la main. On peut utiliser soit le sacrum, soit les ailes iliaques. Donc là, je vous ai juste fait un petit récapitulatif de toutes les techniques
Il y en a qui sont vraiment ancestrales, comme le Don McCarthy ou Galveston. Mais pour bien que vous visualisiez ce qu'on a sous la main comme matériel osseux pour se fixer, donc soit le sacrum, soit les ailes iliaques, soit les deux. Ce qui me semble assez important à retenir, c'est que les vis S1 sont quand même vraiment essentielles. Elles sont importantes dans quel que soit notre type de fixation, mais elles ne sont pas suffisantes. Et ça, c'est évident. Dès qu'on fait des longs montages, on ne peut pas s'arrêter sur des vis S1. On a chacun des tonnes et des tonnes de dossiers, de longs montages qui s'arrêtent en S1 avec les vis qui s'arrachent, etc. C'est pas possible. Voilà, on ne peut pas corriger un bassin oblique avec des vis S1 uniquement. Pour rappel, les vis S1 doivent être très convergentes pour augmenter leur longueur et pour diminuer les forces d'arrachement. Il y a différentes manières de les mettre. On peut les mettre unicorticales, bicorticales ou viser le promontoire, comme ce qu'on fait dans le Jackson, ce qui augmente encore votre tenue de la vis. Ensuite, il faut bien se souvenir des objectifs de la chirurgie, puisqu'on a parlé des bassins obliques. Donc il faut que vous ayez quand même une stabilité primaire de votre fixation, parce que si vous voulez avoir des effets, il faut vraiment que ça tienne très fort. Et le point essentiel que beaucoup d'entre nous finalement ont rappelé en parlant de chirurgie, c'est qu'il faut des connecteurs. Il faut des connecteurs pour distracter ou contracter, et il y a plein de types de connecteurs. Et il y en a de moins en moins. C'est pas toujours évident, parce que c'est pas forcément un marché très lucratif et porteur pour les industriels, mais c'est vraiment essentiel d'avoir ça. Donc j'en ai mis quelques-uns. Donc il y a les dominos complètement tout simples qui sont très très bien à double fixation. Vous avez 4 vis pour mettre 2 tiges. Vous avez des connecteurs double tige comme en haut à gauche. Vous avez des vis double tête qui ne sont pas toujours faciles d'accès mais qui sont très utiles également. Et puis vous avez des connecteurs polyaxiaux qui alors là vous simplifient vraiment la vie parce que vous pouvez en plus prendre en compte la déformation sagittale. Ensuite, ce qui est important quand on fait une fixation au bassin, c'est avoir diminué votre risque de pseudarthrose. Donc le risque de pseudarthrose, on peut tous montrer des clichés à 2 ans, c'est pas suffisant. Tout le monde dit qu'il faut au moins 5 ans dans la littérature pour vraiment évaluer les pseudarthroses dans les fixations lombosacrées. Et c'est vrai chez l'enfant, surtout qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont quand même très actifs, même ceux qui vivent au fauteuil. Donc il faut prendre en compte la biomécanique et la biologie. Sur le plan biomécanique, il y a 2 questions qu'on doit se poser quand on est chirurgien pédiatre ou adulte qui s'occupe de vieux enfants. C'est est-ce que je dois faire un support antérieur par cage? Et ça a été clairement montré dans les différentes études biomécaniques que mettre une cage en L5S1 augmente très significativement la stabilité de votre montage. Ou alors faut-il mettre des montages avec plusieurs tiges, ce qu'on fait dans certains cas, dans les cas très complexes. Là, je vous ai mis un cas d'un garçon qui avait 24 ans, qui a été revu hier dans le service d'ailleurs, et qui a repris le sport, ce qui est intéressant, c'est pas facile à imaginer quand on voit son montage. Alors les messages à retenir, parce qu'on a un peu cette pression des chirurgiens adultes qui veulent mettre des cages partout et 1 milliard de tiges, c'est pas nécessaire en systématique du tout chez l'enfant et l'adolescent. Absolument pas nécessaire. Alors il y a des cas différents, il y a des cas extrêmes, il faut prendre en compte le niveau d'activité de l'enfant, sa pathologie, mais il n'y a pas besoin de faire tout ça en systématique, ça c'est très clair. Et ensuite, un point essentiel dont il faut absolument prendre compte, c'est qu'il faut optimiser l'alignement sagittal et frontal de votre montage. C'est pas toujours facile en PEROP, hein. Donc, il y a quelques artifices qui ont été montrés, comme le T qui n'est pas de trousseau, mais qui pourrait l'être, qui permet de voir un peu radiologiquement centré sur les 2 cotyles et faire une verticale, mais enfin maintenant, je ne trouve pas ça très très fiable. Mais c'est très important, si vous voulez limiter votre risque de casse, ce n'est pas vraiment le montage que vous faites, c'est vraiment votre alignement global, que ce soit sur une tige de croissance ou que ce soit sur une arthrodèse. Donc en conclusion, si vous faites des arthrodèses, ce n'est pas le cas des montages bipolaires sans greffe, il ne faut pas négliger la biologie et la greffe osseuse que vous allez apporter sur vos points d'ancrage, ça c'est indispensable. Ce qui est très clair, c'est qu'on n'a pas fait le topo sur la littérature que devait faire Guillaume, mais très clairement, vous pouvez prendre toutes les études comparatives, et elles sont relativement limitées, celles qui sont bien faites sur le plan méthodologique. La littérature ne permet pas de trancher en faveur d'une technique par rapport à l'autre. Ce qui est important, et je pense que c'est le message vraiment à retenir, c'est que chacun doit maîtriser au moins une technique de fixation pelvienne, fiable et reproductible dans son environnement. Je pense que c'est important. Si un jour on devient dépendant de la robotique, ce n'est pas quelque chose qu'on pourra faire partout. Si un jour on est dépendant d'une seule compagnie pour un type d'implant, on ne peut pas la faire partout. Donc chacun doit savoir faire son choix, mais il faut que ce soit fiable et reproductible. Ensuite, il faut optimiser au maximum le contrôle PEROP de l'obliquité pelvienne, et ce n'est pas toujours facile. Et je pense qu'il y a un chapitre qui est en train de vraiment de naître et de s'accroître, qui est sur tout l'apport de la navigation et de la robotique dans ces fixations complexes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, il est 42. 43. On va se donner quelques minutes quand même pour échanger. Merci à tous de ces beaux topos. Moi, je ne suis pas chirurgien, donc je n'ai pas une question de chirurgien. Mais d'après, pour ces tiges d'allongement, je voudrais savoir si vous aviez une technique pour favoriser l'allongement, des tractions, des mouvements, des protocoles particuliers. L'autre fille, tu nous dis
toujours que ça s'allonge tout seul. Alors, est-ce que ça s'allonge tout seul? Est-ce que tu fais des distractions? Est-ce que tu fais des manœuvres? Et comment tu fais pour qu'elle s'allonge toute seule? Alors, dans notre expérience, cette tige, elle comporte un méplat anti-rotation qui, des fois, peut bloquer l'expansion de la tige. Donc, dans les cas où les tiges n'ont pas grandi, on a demandé à nos kinés de faire de la traction asymétrique sur le cadre de calot pour essayer d'aider les tiges. Et des fois, en tournant le bassin dans différentes positions, on arrive à trouver la bonne position et la tige, elle grandit. Mais depuis à peu près 2 ans, on a cherché, on a trouvé comment éviter ces contraintes. À la fin de l'opération, on vérifie qu'il n'y a pas de contrainte torsionnelle, il n'y a pas de contrainte axiale et les tiges grandissent. Depuis qu'on fait ça, on demande de moins en moins aux kinés de faire ça et nous avons vu les tiges grandir. Et nous avons plusieurs cas où la tige a grandi entre la salle d'opération et la radio de sortie 6 jours, 7 jours après. La tige a déjà grandi de 2 ou 3 cm, rien qu'en mettant les enfants assis. Donc aujourd'hui, on demande de moins en moins aux kinés de faire ça, mais pour les bassins obliques majeurs, effectivement, on peut demander aux kinés de faire une traction sur le flanc pour aider l'expansion des tiges. Mais je pense qu'avec la nouvelle version de cette tige où il n'y a pas de méplat et il y aura moins de contraintes, les tiges grandiront bien et peut-être même trop vite parce qu'on a vu un cas où la tige a grandi trop vite et on a perdu la lordose lombaire tellement la tige a grandi spontanément chez un Willy Prader qui marche. Je peux juste je donne aussi ma petite expérience. J'en ai un qui a grandi très vite parce que la maman le soulevait toujours par les aisselles. Donc je faisais des tractions à la maison, quoi. Bon, une question pour Stéphane. Quand tu as une limitation de flexion de hanche, tu nous as dit ça, faites attention, si c'est le cas, vous risquez de ne pas pouvoir mettre le patient assis. Et dans ce cas, est-ce que tu règles différemment tes tiges? Comment tu traites ça? Ça a été abordé par moi et également très bien par Negib sur la question de l'ordre. Et donc, une remarque, s'il y a une raideur complète en extension, vous allez, après l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte, vous ne pourrez plus l'asseoir. C'est-à-dire en post-op immédiat, vous ne pouvez pas l'asseoir. Donc la première chose, c'est que parfois, et Negib l'a dit, il faut commencer par les hanches. Il faut commencer, c'est la raison. Si jamais il y a une très faible flexion de hanche, c'est-à-dire il ne peut pas aller à, je ne sais pas moi, il y a 30 degrés de déficit, vous ne pouvez pas les asseoir. Il faut commencer par les hanches. Voilà, ce n'est pas une question tellement de réglage, je crois que c'est une question de libérer les hanches. Si jamais il y a une raideur complète en extension, régler le problème de la hanche. Merci. Le réglage de ce problème de la hanche est particulier, il dépend de l'étiologie. Ça peut être des ischio-jambiers qui sont éminemment courts, et à ce moment, il faut régler le problème des ischios pour que la hanche fléchisse. Sinon, elle ne fléchit pas. Il faut se souvenir que c'est bien articulaire. Et donc, c'est une des étiologies. L'autre étiologie, c'est la luxation antérieure de hanche. Et il faut donc réduire chirurgicalement cette luxation antérieure. Donc, c'est pour ça que c'est assez analytique. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'il y a une limitation de la mobilité de flexion et quel est l'agent causal. C'est excessivement important. Juste pour compléter, il y a aussi un point qu'on n'a pas abordé, mais qui peut être intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut faire des EOS assis, comme chez presque tous nos patients. C'est parfois intéressant aussi de faire un EOS assis, de voir un peu quelle est la version pelvienne, et de changer un peu les objectifs de correction, pas se baser sur un bassin normal, mais en se disant, il est assis comme ça, je ne dois pas dépasser telle correction. Il n'y a pas beaucoup d'ailleurs, il n'y a quasiment aucune étude, je pense, là-dessus, mais nous, on s'en sert comme un peu, on regarde ça, et c'est assez intéressant aussi. Parce que je trouve que tu as tout à fait raison, mais les libérations de hanches ne sont pas toujours si faciles et donnent pas toujours des excellents résultats, je trouve, cliniques. Oui, ça dépend de ce qu'on fait. Hein. Et le problème en chirurgie de la hanche, c'est que les chirurgiens rachidiens sont très polarisés sur le rachis. Et puis les hanches, c'est le parent pauvre. Alors en fait, les hanches sont assez difficiles à gérer. Et elles ne seront bien gérées que si on a fait l'ensemble du programme. On a commencé par le rachis, ou bien on dit on commence par les hanches. Et la stratégie chirurgicale des hanches est vraiment très importante.
aussi importante que le rachis. Dernière question, pardon. Bon, écoutez, merci beaucoup pour votre attention.